Bonsoir à tous, bienvenue dans Portrait, votre émission qui met en avant des personnalités qui ont marqué la vie politique africaine. Nous sommes actuellement sur le Mali, après avoir parlé d'ATT, d'Ibeka, intéressons-nous à quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans la chute du président Ibeka et dans l'après. Il s'agit de Choguel Kokala Maïga. Bonsoir Brahima. Bonsoir Caroline. Choguel Kokala Maïga est né en 1958 à Tabango, dans la région de Gao. Il a un parcours scolaire assez brillant. Il sort major de sa promotion en série mathématiques et industrielle MTI au baccalauréat technique industrie en 1977. C'est un pur produit de la méritocratie malienne, Choguel. Oui, je pense qu'on peut dire ça parce que déjà, il n'est pas issu des milieux aisés, Choguel. Et d'ailleurs, dans son livre « Les Mali, ma vie », il raconte qu'il faisait des kilomètres lorsqu'il était à l'école primaire pour aller à l'école, tout ça. Donc oui, c'est vraiment un pur produit de la méritocratie malienne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, jusqu'ici, Choguel, c'est lui qui a obtenu la plus forte note au baccalauréat malien, donc un record au Mali depuis 1977 qui n'a pas encore été battu. Très bien. Il obtient une bourse pour ses études à l'époque en URSS, à Minsk, puis à Moscou. Ici, une formation d'ingénieur en télécommunication. Est-ce que c'est ce passage en Russie, là, dans le bloc soviétique, je dirais, qui fait naître en lui ce sentiment-là pour l'Est, pour la partie orientale? Oui, sans doute ça a joué dans son orientation politique parce que déjà, il n'était pas qu'étudiant là-bas, il s'était aussi engagé dans les mouvements étudiantins donc, qui réunissaient un peu les étudiants africains qui étaient un peu l'équivalent de la FIANF en France, donc cette fois-ci en URSS. Donc effectivement, c'est un parcours qui a certainement forgé, parce qu'il y a quand même un fait qui est assez particulier chez Choguel à mon avis, c'est que c'est quasiment le seul de sa génération d'hommes politiques au Mali qui se réclament de Moussa Traoré, par exemple. C'est-à-dire que pendant que tous les autres se réclament un peu du mouvement démocratique, donc d'une certaine manière du bloc occidental, tout ça, lui, il a vraiment cette particularité d'affirmer clairement son appartenance à cette obédience politique. Et en 1997, il devient président du mouvement patriotique pour le renouveau, le MPR, parti politique, effectivement, vous dites, de ce réclamant de Moussa Traoré. En 2002, j'ai vu qu'il se présente à l'élection présidentielle où il obtient 2,73% des voix au premier tour avant de soutenir ATT. Pardon, Brahima, mais quel était l'intérêt de se présenter? C'était une manière pour lui de se positionner, de dire attention, je suis là, vous pouvez compter sur moi aussi ou, Oui, alors vous savez, lorsqu'un homme politique se présente à une élection, il a deux vocations. C'est soit être élu ou prendre rendez-vous avec l'avenir. Donc je pense que c'est justement la seconde option qui était... Parce que rappelons que Choguel, il avait des relations exécrables avec le président Alpha Omar Konaré. C'est vraiment le président avec qui il ne s'attendait vraiment pas du tout et d'ailleurs qui avait tout fait pour l'empêcher de créer son parti politique, le MPR. Parce que rappelons que le MPR n'est pas le premier nom. Le premier nom, ils avaient voulu reprendre le nom de l'UDPM, donc le parti unique de Moussa Traoré, ce qui n'avait pas été validé par l'administration publique. Et d'ailleurs, il explique dans son livre pourquoi il était amené à changer de nom pour avoir les récépissés de son parti. Donc, avec toute la présidence d'Alpha Omar Konaré pendant les 10 ans, donc de 92 à 2002, il n'était pas en odeur de sainteté avec les pouvoirs. Bon, maintenant, il savait très bien qu'il n'avait pas le poids pour être élu, mais en se présentant à l'élection, et d'ailleurs, on va le voir, il obtiendra un portefeuille ministériel, justement. Oui, justement, il sera... Mais c'est ce qui le pousse à choisir, à soutenir au second tour ATT. Est-ce qu'il y a des discussions qui se font en amont ou alors, effectivement, c'est instinctif? Il explique aussi son choix pour ATT parce qu'en fait, il y a Soumaïla Cissé et ATT qui étaient les deux candidats au second tour. Il avait été approché par Soumaïla également. Mais je pense que son choix pour ATT, déjà, bon, ATT était quand même relativement bien placé dans ce scrutin, donc il savait que d'une manière ou d'une autre, il pouvait être... C'est le bon cheval. Voilà, ça n'a rien à voir d'un point idéologique. Mais sinon, idéologiquement, non, je ne pense pas, parce qu'en fait, Soumaïla, bon, il pouvait tout à fait le soutenir aussi, quoi. Mais son choix pour ATT, justement, c'était prendre rendez-vous pour l'histoire et puis être nommé au gouvernement. Très bien, il sera nommé, vous l'avez dit, il sera nommé dans la foulée ministre de l'Industrie et du Commerce.
Qu'est-ce qu'on retient de son passage? Parce qu'il sera dans les deux gouvernements et les deux premiers ministres. Oui, effectivement. Il a été pendant 5 ans, c'est quand même rare au Mali, hein, une certaine stabilité gouvernementale, 5 ans au gouvernement, au même poste. Alors, il a quand même réussi à créer certaines agences hein, quand il était, parce que déjà à travers son parcours, donc vous avez dit, ingénieur de télécommunications, tout ça, donc il avait créé des agences pour un peu planter comment on appelle, faire vulgariser la télécommunication au Mali, surtout dans des zones rurales, tout ça. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait retenir de son passage à ce poste ministériel, effectivement. Et pour l'élection présidentielle de 2007, il soutient la candidature du président sortant Amadou Toumani Touré. Il ne se présente pas cette fois-ci. C'est ça. C'est ça. Oui, bon, cette fois-ci, bon, je crois qu'il était déjà du Sérail, c'est-à-dire que ministre pendant 5 ans, pendant ce temps-là, il n'avait pas non plus fait développer son assise politique. Donc, c'était un peu plus pour la stabilité et d'ailleurs, ce qui ne sera pas le cas, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas être reconnu dans le... Oui, on y viendra justement. Mais effectivement, il ne s'était pas présenté et je pense que c'est de bonnes raisons. Effectivement. Mais quelles étaient les relations entre les deux hommes, ATT et Choguel? Je pense que Choguel lui-même, il explique hein, dans son livre, encore une fois, Le Mali, ma vie. Donc, il avait des relations. Choguel, c'est quelqu'un, on a l'impression que, et ça, c'est un peu le prototype, on va dire, des hommes politiques, mais pour lui, c'est assez marquant. C'est qu'au moment où il se lie d'alliance avec un homme politique, un acteur politique, on a l'impression qu'au même moment, il prépare l'après. C'est-à-dire qu'il prépare l'après pendant qu'il est encore... C'est pas un bon camarade. D'ailleurs, bon, ceux qui l'ont côtoyé vous diront que Choguel, lorsque vous participez à une réunion publique avec lui, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Il note tous ceux qui sont venus en retard et il note tous ceux qui sont partis avant la fin de la réunion. Pour au cas où quelqu'un qui viendrait contester des décisions prises lors de cette réunion, il vous le rappelez. Donc, c'est quelqu'un, même pendant que vous êtes... Donc, ces relations avec ATT, on va dire, c'est en dents de scie. C'est-à-dire que, bon, parfois ça marchait, parfois c'était assez compliqué. Mais c'est qu'on notera quand même qu'à chaque fois, il se met un peu dans la position de victime. Ça, il faut le dire. Parce que dans son parcours politique, pas une seule fois, il n'a démissionné. Il laisse toujours se faire démettre et ensuite il vient donner... On verra justement, effectivement, par la suite. Après la parenthèse ATT, je crois qu'il est envoyé à l'international. Oui, alors effectivement, parce qu'en fait, pendant le second mandat de ATT, il n'était pas au gouvernement. Il a fait quelques missions, mais il était un peu rétrogradé parce qu'en fait, il avait été nommé dans une agence, je me suis trop du nom, mais une agence qui était un peu rattachée au ministère des télécommunications, tout ça. Donc, lui-même, il explique qu'en fait, c'était une forme d'humiliation. Il avait pris ça comme une forme d'humiliation. En fait, oui, quitter ministre pendant 5 ans et revenir à une agence qui est rattachée à ce même ministère. Bon, voilà, c'est un peu le parcours typique aussi des noms politiques. Et en janvier 2015, il fait son retour au gouvernement en étant nommé ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication dans un gouvernement d'Ibeka. Hein. Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. C'est bien de souligner ça. Effectivement. Et oui, c'est assez parlant parce qu'en fait, ça indique un peu tous les parcours de cet homme qui a cheminé quasiment, à l'exception d'Alpha Omar Konaré, avec tous les présidents maliens, quasiment en fait. Hein, c'est quelqu'un qui a été effectivement ministre sous Ibeka. Alors, ça intervient aussi dans un contexte assez particulier. Hein. Donc, 2015, c'est l'année de la signature des accords d'Alger, on a eu à dire lors du portrait de Ibeka. Il avait été porte-parole du gouvernement, bon, et un très bon communicant, Choguel. Je pense que c'est un peu l'un de ses atouts. Donc, voilà. Alors, pourquoi ce choix-là? Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire partie de l'appareil gouvernemental, tout ça. Et d'ailleurs, vous conviendrez que son parti, même s'il n'a jamais réussi à obtenir des scores, a toujours réussi à s'intégrer au gouvernement. Et le 7 juillet 2016, à l'occasion d'un remaniement, il n'a cependant pas reconduit à son poste et remplacé par un certain Moutaga Tall. Comment vit-il son éviction? C'est quasiment une éviction. Hein. Oui, non, mais c'est une éviction, même si lui-même, il ne prend pas comme tel, hein, parce qu'il dira plus tard que, bon, il avait alerté Ibeka sur certaines failles des accords d'Alger, justement, qui n'avaient pas été écoutées. Mais du moment où il n'a pas démissionné, effectivement, c'est une éviction, on pourrait le dire comme ça. Et remplacé par Moutaga Tall, c'est tout un symbole. Parce que Moutaga Tall, c'est l'un des acteurs majeurs du mouvement démocratique, ce qui est en opposition idéologique avec Choguel, qui se réclame plutôt de Moussa Traoré.
Alors, mais on verra plus tard, hein, les deux vont se rallier plus tard contre le même IBK. Et cette éviction, c'est l'une des raisons qui le pousse à se présenter à la présidentielle de 2018. Oui, alors effectivement, il se présente à nouveau. Et est-ce que ce n'était pas une stratégie aussi de faire tout pour se faire chasser du gouvernement pour pouvoir préparer sa statue présidentielle? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, je crois que il n'avait pas voulu vraiment quitter, hein. Il avait été évicté en 2016. Maintenant, quand il s'est présenté à l'élection de 2018, il a quand même aussi opéré un changement, hein. Parce que cette fois-ci, il soutiendra Soumaïla Cissé. Et contre l'avis de son parti, d'ailleurs, il dira lui-même que c'était contre l'avis de son parti, mais il avait estimé que, bon, en 2018, Soumaïla Cissé, qui n'avait pas soutenu en 2002 face à ATT, était cette fois-ci le bon candidat face à IBK. En 2020, comment participe-t-il à la constitution du M5 RFP? Ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, qui est un fait majeur, hein, parce que rappelons qu'entre-temps, le président de l'URD, donc Soumaïla Cissé, avait été enlevé. Donc pendant la campagne des législatives de 2020. Et Choguel était un peu son adjoint au sein de leur coalition. Donc ils avaient formé une coalition qu'ils appelaient ça FDR à mon avis. Et donc à l'absence de Soumaïla Cissé, eh bien c'est Choguel qui a pris le relais. Donc Choguel a pris un peu, il a assuré un peu l'intérim de Soumaïla Cissé. Et entre-temps, effectivement, le mouvement du M5 s'est constitué et qui s'est d'ailleurs amplifié à cause des irrégularités qui avaient été constatées lors des élections législatives de 2020. Donc, à l'absence de Soumaïla, eh bien, c'était Choguel un peu qui a pris le relais. Et il a aussi une caractéristique, Choguel, qui est un atout, à mon avis, en politique, c'est qu'il n'abandonne jamais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt à mener des luttes de longue haleine. Voilà, il a vraiment cette capacité à mener une lutte de longue haleine. Et cette fois-ci, il s'est aussi appuyé sur le shérif de Nioro, donc voilà, qui avait soutenu IBK pendant tous ces temps-là. Et avec la bénédiction de ce qu'ils appelaient à l'époque de l'autorité morale, c'est-à-dire l'imam Diko. Et donc il y avait finalement deux tendances. Une tendance politico-religieuse qui a constitué le M5 RFP, qui était un mouvement hétéroclite, hein, et qui était d'accord sur une seule chose, c'était le départ de IBK. À part cela, ils n'étaient d'accord sur rien. Et ça, on va le voir pour la suite. En mai 2021, déjà, IBK est déjà tombé. Hein, il rejette la proposition de Bandao, qui est président de la transition, de faire entrer le M5 au gouvernement de Mokhtar. Pourquoi? Oui, ça, c'était un choix stratégique. Parce que, et d'ailleurs qui va se relever payante dans cette stratégie, parce qu'il estimait que les propositions qui lui avaient été faites, il n'avait pas les leviers pour justement agir, parce que le Premier ministre Mokhtar Wane avait été maintenu à ses fonctions, donc en tant que Premier ministre de la transition. Et rappelons d'ailleurs que les 9 premiers mois de la transition étaient aussi à côté tirés avec le président Bandao. Donc, adhérer à un gouvernement alors qu'il n'y avait pas forcément de changements majeurs, je pense que c'était un peu inconcevable pour lui, parce que lui, il estimait qu'il était beaucoup plus légitime que Bandao, par exemple, pour être Premier ministre, effectivement, que Mokhtar Wane pour être Premier ministre. Donc, pourquoi accepter des postes un peu subalternes? Donc, voilà. Et ce gouvernement, d'ailleurs, était le gouvernement le plus éphémère de l'histoire du Mali, parce que ça n'a duré que quelques heures. Justement. Et ce qui est assez intéressant, je me pose la question, est-ce que lorsque le M5 RFP lance des manifestations et tout, ils se disent à un moment donné, nous allons récolter les fruits de ce qui se joue aujourd'hui. Est-ce qu'ils se disent que le président IBK tombera soit par la rue ou par les armes? Oui, je pense qu'ils étaient vraiment convaincus, parce que du moment où ils avaient le soutien de ceux qui soutenaient IBK, donc l'imam Diko et les shérifs de Nioro, ils savaient qu'ils pouvaient aller loin. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils avaient proposé un mémorandum, donc sur recommandation de l'imam Diko, un mémorandum dans lequel il était convenu de maintenir IBK à ses fonctions, mais de nommer un Premier ministre de plein pouvoir. Et ça, c'est aussi, bon, comme on est sur le Mali, ça rappelle un certain Modibo, comment il s'appelle encore Modibo Diarra, Cheikh Modibo Diarra, donc la transition de 2012 qui était le Premier ministre de plein pouvoir. Bon, voilà, en tout cas, ils avaient proposé cela, ce format, IBK n'a pas accepté. Et du moment où IBK n'a pas accepté cela, eh bien, bon, ils se sont dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire cette fois-ci renverser le président. Et bon, comme on sait qu'au Mali, dans l'histoire se répète, hein, à chaque fois qu'un président est affaibli par des manifestations politiques ou des organisations de la société civile, l'armée termine le travail. L'armée intervient en jeu.
Et le 7 juin 2021, après l'accession du général Assimi Goïta à la présidence, il est nommé Premier ministre. Comment se font les premiers pas de Choguel Maïga? Alors, c'est un Premier ministre qui vient en pleine confiance, qui estime que son heure est maintenant arrivée, qui a consacré une bonne partie de sa vie à la politique. Il avait déjà son gouvernement en tête en arrivant. Oui, je pense, oui. Bon, parce qu'il s'était tellement battu pour la chose que finalement, bon, ils étaient assez près, effectivement. Parce que déjà, rappelons que dès qu'il a renversé Bandao, Assimi a annoncé que le poste de Premier ministre reviendrait au M5 RFP. Donc, dès lors, un peu, les jeux étaient déjà faits. Même si, bon, on comprendra plus tard qu'à l'interne, le choix du Choguel ne faisait pas totalement l'unanimité non plus. Mais bon, il était quand même le président du comité stratégique, donc finalement, les choix lui revenaient. Alors, il devient Premier ministre en juin 2021 et il a lancé, et ça restera quand même un des axes majeurs de son bilan, les Assises nationales de la refondation. C'est vraiment son idée, donc il a appelé les forces vives de la nation pour définir un peu. Parce que, rappelons que quand il devenait Premier ministre, le même calendrier qui avait été établi du temps de Bandao, c'est-à-dire une transition de 18 mois, était toujours d'actualité. C'est suite aux Assises nationales de la refondation que ce calendrier va être modifié, remodifié, prolongé, tout ça. Donc, je pense que c'était son idée de pouvoir réunir toutes les forces vives de la nation et de donner une certaine légitimité à la transition en disant que les décisions qui vont être prises émanent justement du peuple. C'est aussi l'homme qui va porter la voix du Mali à l'international. On se rappelle de ses discours tonitruants à l'Assemblée générale des Nations unies. Absolument. Absolument. Je me souviens très bien de cet épisode parce que quand il avait donné ses discours à la tribune des Nations unies en septembre 2021, au retour de Paris, il avait rencontré la communauté malienne à laquelle j'ai assisté. Et où il expliquait un peu les tenants et les aboutissants de ses discours. Effectivement, on se rappelle de cette expression, l'abandon en plein vol du Mali par la France. Donc, ce qui est resté quand même, et ce qui a déclenché, à mon avis, cette bruit diplomatique qui continue d'envenimer les relations franco-maliennes. Mais je crois que c'est un discours qui a eu vraiment un écho parce qu'à l'époque, Choguel a dit du haut de la tribune des Nations Unies, c'est que le Malien lambda pensait plus bas. C'est-à-dire que l'impression que les forces étrangères qui étaient au Mali ne servaient finalement à rien, c'est-à-dire autant Barkhane que la MINUSMA. Et donc finalement, c'est un discours qui a été vraiment bien accueilli au sein de l'opinion publique malienne. Et c'était la première fois aussi qu'on voyait un haut responsable s'exprimer de cette façon. Je pense que ça lui a donné beaucoup de légitimité, beaucoup de popularité au sein du gouvernement. Et il s'était imposé un peu comme un des leaders effectivement de cette partie. Début août 2022, il est victime d'un AVC. Il est placé en repos forcé par son médecin. Le 21 août 2022, il est temporairement remplacé dans ses fonctions par un certain colonel Abdoulaye Maïga, aujourd'hui général, qui est à l'époque ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est le début de la descente aux enfers pour Choguel Maïga? Est-ce que c'est un homme qui a perdu la belle fille d'Albor? Oui, effectivement. Je pense que c'est la convalescence effectivement, qui lui a valu un repos forcé où le Premier ministre maintenant avait pris le relais. Effectivement, je pense que ça a été une époque où le début de la fin, à mon avis. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il avait commencé à perdre la main. C'est-à-dire qu'il était au relais de son discours à la tribune des Nations Unies, donc avec tous les pouvoirs qui vont avec. Mais cette fois-ci, le fait qu'il était absent pendant très longtemps, parce que c'était de août jusqu'à, à mon avis, je pense décembre, donc quasiment 5 mois qu'il était absent. Eh bien, pendant ce temps-là, Abdoulaye Maïga a réussi à imposer sa marque. Et d'ailleurs, vous remarquerez que même quand il est revenu aux affaires plus tard, c'est Abdoulaye Maïga qui a donné le discours à la tribune des Nations Unies en 2023, cette fois-ci, en septembre 2023. Ouais. Donc, ce qui fait que petit à petit, alors que Choguel était là, il était Premier ministre, il aurait pu repartir à la... D'ailleurs, il n'est plus reparti. En 2024, ce sera le Premier ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Donc, petit à petit, on a compris que Choguel n'avait plus ce rôle qu'il avait joué pendant tout ce temps-là. Et donc, finalement, il y a aussi un autre fait qui va revenir en juillet 2023. Il y a un remaniement ministériel où toutes les figures importantes, les choguelistes, voilà, effectivement, comme on les appelle, notamment les ministres de la refondation, Ikassa Maïga, qui était l'artisan des Assises nationales de la refondation, a été éjecté du gouvernement. Et donc, Choguel, il était à la tête d'un gouvernement dont il ne contrôlait plus grand-chose parce qu'il n'avait pas contrôle de l'ensemble de l'action gouvernementale, ce qu'il va commencer petit à petit à dénoncer dans ses discours. Et en mars 2024, fin majeur, il est destitué de son poste de président du M5 RFP.
Dans quel contexte intervient cette séquence politique? Oui, alors c'est une décision qui est contestable. Parce que lui, il estimait qu'il était toujours le président légitime. Alors ça intervient déjà dans un contexte où il y avait une certaine dissension au sein du M5, parce que rappelons déjà le caractère hétéroclite du M5 RFP, c'est-à-dire c'est un mouvement, c'est pas un parti politique, on entend par habit de langage souvent, c'est pas un parti politique, le M5 RFP, il n'a jamais reçu de récépissé d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est pour ça que justement, toute personne ayant participé à ces mouvements pourrait se réclamer l'un des leaders, parce que personne n'a les récépissés du M5 RFP. Donc ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement hétéroclite. Alors, ça intervient lors de dissensions internes, hein, notamment entre plusieurs fractions. Déjà d'un côté avec Maître Muntagatal, donc, qui est une des figures majeures aussi de ces Il avait succédé à l'époque au ministère de Oui, voilà, l'Éducation. effectivement, donc président du SNID, Faso Yiriwaton, et aussi de l'imam Diarra, donc l'imam Diarra qui avait été éjecté du gouvernement, donc un peu plus tôt d'ailleurs, avant juillet 2023. Donc, parce qu'il était au compte du M5 RFP. Et donc, finalement, il y a eu plusieurs fractions comme ça. Et Choguel, je pense que c'était aussi une erreur, c'est l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il n'avait pas eu la volonté d'unir autour de lui, les M5. On avait l'impression que dès qu'il est devenu Premier ministre, c'était une consécration et qu'il se disait qu'il pouvait se passer du M5 RFP. Il n'a pas, à mon avis, il n'a pas fait grand-chose pour pouvoir maintenir ce mouvement, ce qui aurait été un contrepoids face aux militaires. Hein. Mais le fait d'avoir laissé un peu des dissensions internes s'agrandir, bon, finalement, effectivement, il y en a qui considéraient qu'il n'était plus légitime de diriger ces mouvements-là, et que ça allait même à l'encontre de leur texte, hein, c'est-à-dire être Premier ministre et être président du comité stratégique. On dit souvent que c'est un homme qui a contribué à affaiblir la classe politique malienne. Je confirme, et d'ailleurs je l'ai dit moi-même dans beaucoup de mes tribunes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu le consensus avec la classe politique. C'est-à-dire que effectivement, il avait bien commencé. D'ailleurs, on se rappelle que dès qu'il a été nommé Premier ministre, il avait fait le tour chez tous les anciens Premiers ministres encore en vie. Donc, il était allé s'imprégner un peu des visites de courtoisie. Mais petit à petit, bon, il s'était un peu éloigné, c'est-à-dire qu'il prenait à son compte la rhétorique qui avait été véhiculée par les militaires, c'est-à-dire qu'attribuer tout le mot du Mali à ceux qui avaient dirigé le pays, donc les hommes politiques dont il fait partie lui-même. Hein. Mais on avait l'impression qu'il avait compris que c'était une forme de revanche sur le mouvement démocratique. Parce que rappelez-vous, on a dit dès le départ que c'était quelqu'un qui n'est pas d'obédience avec le mouvement démocratique, c'est qui avait contribué à la chute de Moussa Traoré dont il se réclame. Donc il avait l'impression que la période de transition était une forme de revanche parce que même dans les discours, dans les idées, même dans l'opinion publique au Mali, on avait l'impression que c'était un retour aux idées d'avant mars 91. Et lui, étant un peu la figure de proue de ce mouvement-là, c'était une forme de revanche qu'il prenait, mais en oubliant que ce n'est pas la même époque et que c'est finalement une erreur qu'il a commise. Et le 20 novembre, il est démis de ses fonctions par Assimi Goïta. C'était une suite logique, il fallait s'y attendre. Non, il fallait s'y attendre parce que quelques jours avant, il avait tenu un meeting donc, au CICB, au Centre international de conférence de Bamako, où il a dénoncé publiquement le fait qu'il est écarté de tous les dossiers importants du pays. Et d'ailleurs, il avait quand même mis la main sur l'épineuse question de la fin de la transition. Il disait qu'il a tenté à plusieurs reprises d'avoir une audience avec le président de la transition pour discuter de la fin de la transition, de la sortie de la transition. Parce qu'au fur et à mesure, dans ses discours, il disait que c'est bien la souveraineté sur le plan défensif, tout ça, mais il faut aussi une souveraineté économique. Et que tant que sur le plan économique, les choses ne vont pas bien, eh bien, les peuples risquent de se révolter contre le pouvoir. Donc, voilà, c'était une suite logique à mon avis. Et d'ailleurs, pour la première fois quand même au Mali, on a vu qu'à la télévision nationale, on organisait des manifestations publiques pour appeler ouvertement à la démission du Premier ministre. C'est-à-dire que c'était vraiment inédit dans notre pays. C'est un homme isolé aujourd'hui sur la classe politique. Que reste-t-il de lui concrètement? Vous avez parlé souvent du dernier homme politique malien. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, je le qualifie du dernier homme politique malien pour la simple et bonne raison que déjà, il est le dernier homme politique à avoir occupé une haute fonction telle que Premier ministre, donc avoir joué un rôle important quand on sait que tous les acteurs politiques sont mis de côté. Aujourd'hui, il n'a
pas beaucoup de soutien en fait. Hein. C'est-à-dire ceux qui auraient pu le soutenir, c'est-à-dire ses anciens camarades du M5, entre-temps il s'est embrouillé un peu avec tout le monde. Son parti politique, le MPR, n'a jamais été un véritable parti politique au Mali. En fait, on ne s'est jamais su s'implanter sur toute l'étendue du territoire. Donc ça fait que oui, on pourrait dire qu'il a toujours des sympathisants, des partisans, tout ça, mais je n'ai pas l'impression qu'il a des poids lourds, effectivement, qui le soutiennent. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un homme isolé et qui fait face à la justice. Mais pensez-vous qu'il pourra rebondir à l'issue de tout ça? Alors, le propre des hommes politiques, effectivement, c'est ça, c'est leur capacité à rebondir. Donc, il ne faut jamais enterrer politiquement un homme politique. Hein. C'est-à-dire, il peut revenir d'une manière ou d'une autre. Mais toujours est-il que, bon, à l'époque où nous sommes, la période où nous sommes actuellement, c'est quand même assez compliqué pour lui. Et surtout, quand on voit les chefs d'accusation à son encontre face à la justice, c'est-à-dire les malversations financières, ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement porter atteinte à sa réputation parce que, bon, on pourrait s'en souvenir même après. Choguel Kokala Maïga, merci à Emilion Sagné pour ce décor. Merci à toi, cher Brahima. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé.